Pour commencer cette partie, j'allais tout d'abord devoir traverser l'île de la côte est à la côte ouest. Au Japon, plus on s'éloigne des côtes, moins de population il y a. Contrairement aux croyances générales, plusieurs régions du pays sont presque inhabitées. Et c'est exactement par là que je suis passé. On y rencontre à chaque fois des gens adorables, comme ceux-ci, qui malgré la difficulté que nous avions à communiquer à cause de la barrière linguistique, étaient en train de vider leur voiture pour me donner toute la nourriture qu'ils avaient avec eux. Je suis rendu à 2100 pieds d'altitude. Ça fait des kilomètres que je monte. Je commence à me demander quand est-ce que ça va finir. Les routes au milieu de l'île sont magnifiques. Elles sont juste assez larges pour laisser passer une seule voiture. Lorsqu'il y a face à face, un des deux automobilistes doit se garer sur le bord du chemin pour laisser passer l'autre. Il n'est pas rare qu'on y voit des traces de glissement de terrain et des superbes paysages. Normalement, à une montagne, il y a un sommet. Il devrait arriver un moment donné. On lâche pas. Je pense que je viens d'arriver au sommet. Finalement, c'est à 2600 pieds. Je profite un peu de la vue puis je redescends. La récompense de ces montées était bien sûr la descente. Seulement, une montée de plusieurs heures se redescendait en à peine quelques minutes. Et n'imaginez pas que descendre une côte à vélo, c'est aussi facile que de descendre une côte avec un vélo de 110 livres. Lorsque l'on transporte cette charge, on ne peut pas prendre les virages trop serrés et il faut porter une attention particulière aux freins en les utilisant de façon stratégique, de sorte à ce qu'ils ne s'usent pas prématurément. Les descentes me donnaient donc un repos physique, mais demandaient beaucoup de concentration. Ces endroits où je m'arrêtais, c'étaient des intersections. Je validais la direction à prendre sur mon GPS. Je voulais éviter de me retrouver en bas de la montagne sur un mauvais versant. À une moyenne de 40 km/h, j'aurais pu me retrouver rapidement loin de mon itinéraire. Au Japon, il fait chaud. Très chaud. Cette bouteille-là, je peux la boire jusqu'à 5 fois par jour. C'est 10 litres d'eau. La chaleur, je passais mon temps à la combattre. Les paysans, eux, semblaient trouver ça normal. Il faut dire que les Japonais utilisent des trucs très simples pour combattre la chaleur. Des grands chapeaux, des petits éventails à la main, des parapluies à guise de coupe-soleil. Plusieurs travailleurs utilisaient même des combinaisons d'aluminium pour refléter le soleil. Petite visite au château de Matsu. Décidément, toutes les places que je visite, il faut les monter. Le château de Matsu est l'un des rares châteaux à avoir été conservé intact depuis sa construction à l'ère médiévale en 1607. La plupart des châteaux au Japon ont tous été détruits durant les guerres ou par des tremblements de terre. Juste, wow! Beaucoup d'autres ont simplement pris feu. Ils sont construits de bois après tout. Le château de Matsu s'élève sur 6 étages sur lesquels on y retrouve aujourd'hui plusieurs vestiges. Ça, c'est du château. Au 17e siècle, la construction de ce château s'est étalée sur une période de 4 ans. Ce que vous voyez ici, ce sont des casiers à souliers. Comme il est mal vu de marcher avec des souliers à l'intérieur, on retrouve ce type de casier à plusieurs endroits publics et dans les restaurants. On insère d'abord les souliers à l'intérieur. Souvent, comme dans ce cas-ci, je devais les ranger de travers pour que la porte referme. Ils portent pas du 11 au Japon. Puis, on part avec la clé, laissant le casier barré derrière nous. À l'époque, cette salle était l'armurerie. Aujourd'hui, on y retrouve des ornements extérieurs du château qui ont été remplacés afin de protéger les originaux des intempéries. J'étais aussi impressionné par la profondeur de ce puits. Un puits de 24 mètres de profond.
北側の中央の山は新山という山中北之助が最後と頼んだご戦場です。L'armure japonaise a évolué entre le 8e et le 19e siècle. Les Japonais prônaient la mobilité, la flexibilité et la légèreté. Leur armure ne pesait qu'entre 20 et 45 livres, contre la lourde armure européenne de 75 livres. Initialement, elle était faite de cuir et de mailles. Avec l'arrivée des Portugais équipés de fusils au milieu du 16e siècle, l'armure a été modifiée en ajoutant des plaques de métaux pour résister aux balles. Quelques années plus tard, le daimyo Toyotomi Hideyoshi tenta à 2 reprises d'envahir la Corée. Ces invasions mobilisaient un grand nombre de soldats. La longue et onéreuse fabrication des armures devait donc être accélérée. C'est pourquoi une plaque de métal taillée pour simuler les écailles qu'elle remplaçait a été introduite pour les fantassins. L'armure des combattants d'élite, les samouraïs, était tant qu'à elle un véritable œuvre d'art. Minutieusement fabriquée dans les moindres détails, l'armure servait aussi de signature familiale. On retrouvait à plusieurs endroits, comme vous le voyez sur les casques, un ornement désignant la famille du combattant. Et comme toutes les familles avaient une armure différente, les samouraïs se reconnaissaient grâce à l'emblème national, le dôme, qui était situé sur le gant. Pour intimider l'ennemi, les combattants portaient souvent un masque garni d'une moustache. Traditionnellement, les fils de samouraïs étaient destinés à devenir samouraïs à leur tour. Dès leur naissance, les jeunes garçons étaient tenus à l'écart de tout acte de tendresse. Ils avaient l'obligation d'assister à des exécutions et ne devaient révéler aucune émotion. Comme preuve de courage, les enfants devaient trancher la tête des condamnés. À la maison, ils mangeaient du riz assaisonné d'une sauce brune salée pour imiter la couleur du sang. Cette technique avait pour but de punir tout sentiment d'effroi renfermé. À l'adolescence, les jeunes samouraïs étaient laissés à eux-mêmes. Mais il était très clair que toute erreur de leur part ne serait pardonnée et que la sanction d'une faute grave était plus à craindre que la mort elle-même. À l'ère d'Edo, à partir du 17e siècle, le Japon entra dans une période de paix. Pendant 3 siècles, l'armure devint graduellement un costume de cérémonie. Jusqu'en 1876, où une loi interdisant le port du sabre fut instaurée, marquant ainsi la fin de l'époque des samouraïs. Au sommet, on retrouve une tour d'observation avec une vue globale sur la ville de Matsu. Elle permettait de voir arriver les ennemis de très loin. En plus de faire 30 mètres de haut, ce château est situé au sommet d'une colline. Puis au sommet du château de Matsu. Matsu, c'est une ville qui a des airs un peu de Venise. Parce que quand ils ont construit le château, ils ont creusé plein de rivières partout autour pour protéger le château. On voit d'ailleurs des bateaux là-bas dans la rivière qui se promènent. Au Japon, les serveurs nous laissent en paix. Ils viennent jamais nous voir, sauf si on appuie sur le bouton. On nous remet une mise à jour de la facture à toutes les fois qu'on commande quelque chose. On peut pas laisser de pourboire. C'est mal vu. Et quand on a terminé, le serveur nous reconduit jusqu'à la porte et tout le restaurant nous remercie. Au Japon, il y a des trucs qui poussent dans le sable. Je me demande bien ce qui peut pousser là-dedans. Pour les sceptiques, ils réussissent vraiment à cultiver dans le sable. Mais je sais toujours pas c'est quoi. Après quelques recherches, j'ai découvert que plusieurs légumes peuvent pousser dans le sable. Carottes, betteraves, patates, radis, fenouil, navets, oignons, asperges, haricots et même les fraises peuvent être cultivées dans le sable. Cette culture a pour avantage d'avoir un sol très léger et donc facile à travailler. Cependant, le sable agit comme une passoire et laisse l'eau s'échapper très rapidement. Il doit donc être arrosé fréquemment. Il ne s'agit donc pas de légumes qui poussent uniquement dans le sable. Les terres de Tottori sont sablonneuses. Ils cultivent donc avec ce qu'ils ont comme terrain. Au Japon, les machines distributrices, on en trouve partout. Et il y a beaucoup de choix.
beaucoup de choix. Énormément de choix. Des spots comme ça, il y en a partout. C'est pas des blagues. Il y en a 2 autres juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 machines. Et dans le kilomètre qui suit, je vais sûrement en croiser 5 autres. C'est une bonne chose. Ça me permet de m'hydrater souvent. Et ils ont des bons produits. Par exemple, ce jus d'orange-là. Oui, les machines, ils parlent ici. C'est le meilleur jus d'orange que j'ai bu de ma vie. J'ai l'impression d'avoir une orange dans la bouche. Disons que ça goûte l'orange. C'est plein de pulpe et les pulpes sont pleines. Je peux mordre l'orange que je bois. Délicieux. Totori. La ville de Totori est réputée pour sa plage de sable. En fait, c'est probablement la plage au monde à avoir le plus de sable au pied carré. On y retrouve littéralement des dunes. Si on ne regarde pas vers la ville, on peut avoir l'impression d'être dans un désert, excepté qu'il y a la mer. De l'eau! De l'eau! C'est vraiment un paysage unique. Cette plage attire plusieurs touristes. C'est pourquoi on y retrouve plusieurs activités à y pratiquer, telles que la planche à sable et le parapente. Le musée du sable. Ils font vraiment des trucs incroyables. Le musée de sable de Totori a été construit en 2012 et est le premier musée intérieur d'art du sable au monde à être ouvert toute l'année. On y retrouve des sculptures assez incroyables. La planche à sable, ce n'est pas très compliqué. C'est une planche à neige sur du sable. Ma grande surprise a été de pouvoir faire du parapente sur cette plage. Je n'avais jamais volé auparavant. Une formation de quelques minutes et hop, on saute. Par chance, il y avait un instructeur dans le groupe qui parlait un peu anglais. L'anglais est une langue très pratique à parler. J'ai pu communiquer avec beaucoup de personnes grâce à elle, et pour tous ces gens, comme dans mon cas, ce n'était pas leur langue maternelle. Mais la plupart des Japonais ne parlent même pas un mot. Dans ces cas, nous arrivions souvent à nous comprendre avec des signes. C'est beau de voir que deux personnes qui ne sont pas capables de communiquer avec des mots sont quand même capables de se comprendre. La journée s'est terminée sous une note un peu triste. 2 touristes chinois se sont noyés en même temps dans la mer. Yoshi, mon instructeur, est allé chercher leur corps dans la mer. Un hélicoptère de secours s'est déplacé pour les conduire à l'hôpital, mais les manœuvres de réanimation ayant échoué, elle est repartie en vain.
Et voilà, 21 km de fait depuis ce matin. Je suis maintenant complètement sorti de la ville. Sortie de ville égale montagne. Et au Japon, les proverbes sont différents. Ici, on dit « Tout ce qui descend, remonte ». Ça va être le fun. Quand on est à 1400 pieds d'altitude et qu'on voit une pancarte comme ça, on est content. La seule chose, c'est que comme je disais tantôt, une fois arrivé en bas, faut remonter. C'est tout le temps comme ça au Japon. Asago! Asago est une petite ville de 34 000 habitants entre Tottori et Kyoto. Quand je suis arrivé de ma randonnée de 95 km de vélo en montagne cet après-midi à l'hôtel, je me suis dit que ce serait une bonne idée de me reposer. Visiblement, je suis pas capable de m'écouter. Parce que je suis en montagne. Bravo Pascal. Très bonne idée. Le repos, ça sert à rien, hein? Ah non. Bravo. Il y a quand même deux raisons pour lesquelles je voulais venir ici. De un, en arrière de moi, c'est les ruines d'un ancien temple, Taketa. Et de l'autre côté, une vue magnifique. Les okonomiyaki dans le coin de Kyoto sont différents qu'à Hiroshima. Ils sont plus mélangés. Ici, on peut les manger sur une table privée. Comme ces images le démontrent, dans la plupart des quartiers et même dans les grandes villes, seul l'éclairage publicitaire éclaire les rues. Souvent, c'est le noir total.